Il y a une commode dans une vente de succession que personne n'a regardée. Elle traîne dans un coin du garage, posée là quand on a sorti les vrais meubles, ceux pour lesquels les gens étaient devenus, les pièces de style années 50, la table de cuisine, le fauteuil en cuir. Celle-ci, on l'a laissée, en noyer. Fabriquée quelque part dans les années 40. Le plaquage se décolle d'un côté, là où l'humidité a passé par un mur qui fuyait. Le dessus porte une auréole si profonde qu'elle fait désormais partie de l'histoire du bois, plus qu'un simple dégât de surface. Le miroir est fendu en diagonale, une ligne nette qui coupe le reflet en deux moitiés qui ne tombe pas tout à fait juste. Les poignées sont ternies au point d'être méconnaissables, le laiton viré a une couleur sans nom entre brun et noir. L'étiquette dit 35 $, barré une fois, puis réécrit à 20. Une main ouvre le tiroir du haut. L'assemblage à queue d'aronde tient toujours. Le bois à l'intérieur est propre et clair, couleur miel, protégé pendant 80 ans de la lumière, de l'air et de l'usure lente qu'impose une maison où des gens ont vécu, mangé, disputé, vieilli. Le tiroir se referme. La commode est chargée dans la benne d'un pick-up. Elle passera 6 week-ends dans un garage. Les produits pour la remettre d'aplomb, le décapant, le papier de verre, la teinte, l'huile, les nouvelles poignées, le plaquage de remplacement coûteront plus cher que la commode. Les heures passées dessus coûteront plus qu'un meuble neuf acheté au magasin au bord de la route. Mais ce calcul-là ne compte pas, parce qu'il se fait dans une monnaie que la calculatrice ne connaît pas. Ce n'est pas de la radinerie, ni un hobby à l'esthétique vintage, ni un refus d'admettre que les meubles ont une date de fin. Il y a dessous, sous le papier de verre et l'essence minérale, quelque chose de plus chargé psychologiquement, et ça touche à la façon dont certains systèmes nerveux vivent le lien entre dégâts et valeurs, et à ce qui se passe en eux quand ce lien se révèle inverse de ce que tout le monde croyait. Les économistes comportementaux appellent ça l'effet de dotation. La tendance à donner plus de valeur aux objets qu'on possède qu'à des objets identiques qu'on ne possède pas. Mais en restauration, l'effet va dans un sens que les économistes explorent rarement. La valeur n'est pas attribuée à cause de la possession, elle l'est à cause des preuves. La commode de la vente ne vaut rien selon le marché, mais les queues d'aronde tiennent. Le tiroir glisse aussi bien qu'au temps où Truman était président. Sa fabrication reflète un niveau de savoir-faire qui n'existe plus dans la production de masse, un niveau où l'intérieur d'un tiroir était fini avec autant de soin que l'extérieur, parce que l'artisan croyait que la qualité n'était pas une mise en scène mais un fait, et qu'un fait ne change pas selon qu'on le regarde ou non. Les dégâts ne prouvent pas un échec, ils prouvent une tenue dans le temps. 80 ans à rester dans une pièce pendant que la vie passait autour et au travers. Restaurer, c'est reconnaître qu'une telle endurance mérite autre chose que l'étiquette à 20 $ d'une vente de succession. Le plaquage décapé sous un pistolet thermique, l'ancienne colle qui lâche, qui abandonne un lien tenu pendant des décennies. Le veinage qui apparaît dessous comme une phrase recouverte et soudain redevenue lisible, le bois parlant dans une couleur que plus personne n'avait vue depuis le jour où on l'a verni. Le veinage était là depuis le début. Il fallait juste que quelqu'un s'en soucie assez pour regarder. Les recherches de la Dr Kelly Lambert sur le circuit de récompense lié à l'effort donnent la base neurologique qui explique pourquoi restaurer procure une satisfaction d'une qualité bien particulière, qu'une fabrication neuve n'égale pas. La voie qui relie le mouvement physique de la main à la libération de sérotonine et de dopamine s'active avec une intensité proportionnelle à la force du retour. Poncer une planche neuve produit une surface lisse à partir d'une surface rugueuse, et le circuit répond modérément. Poncer une surface abîmée et voir réapparaître le veinage d'origine sous des décennies de négligence et de couches accumulées active ce circuit avec une... Réussir la finition, c'est la partie la plus difficile de tout projet. Si vous avez déjà eu des bulles, des traces de pinceau ou une couche qui ne séchait pas, nous avons préparé un guide avec tout ce que le pot ne vous dit pas. Scannez le code à l'écran ou consultez le premier commentaire. Une profondeur plus proche de la révélation que de l'achèvement. Chaque étape de la restauration produit une transformation visible, un avant et un après, contenu dans un seul passage de papier de verre, et chaque transformation n'est pas une création, c'est une récupération. Construire avec du bois brut, c'est faire exister quelque chose qui n'existait pas. Restaurer un objet abandonné, c'est faire revenir quelque chose qu'on avait déclaré terminé, et le cerveau réagit à la récupération avec une intensité neurochimique que la création ne peut pas égaler, parce que la récupération contient un élément de justice dont la création n'a pas besoin. Un chiffon imbibé d'essence minérale qu'on fait glisser lentement sur une surface. La couleur d'origine qui revient dans son sillage comme une marée qui remonte. Sombre, chaude, vivante. Un acajou caché sous 40 ans de fumée de cigarette, dans caustique et de tout ce qui s'accumule dans une maison qui utilisait cette commode sans jamais penser à elle. La surface n'était pas morte, elle attendait. La main qui la révèle reçoit quelque chose que ne reçoit pas la main qui construit avec du bois neuf, et ce quelque chose,
C'est la signature neurochimique du fait de prouver qu'on avait tort. La vente de succession disait 20 $. Le bois dit 80 dents sans céder. La main qui décape la surface donne la voix décisive. La théorie de la toile symbolique, formulée par des chercheurs du Centre de psychologie masculine, met un nom sur ce qui se joue sous la neurochimie. La tendance à projeter la matière émotionnelle sur une activité concrète fait que la personne qui retape un meuble dont personne ne veut ne se contente pas de refaire une finition. Elle répète tout un système de croyances sur le dommage lui-même. L'idée que ce qui est cassé peut redevenir entier, que ce qu'on a jeté peut être récupéré, que le verdict d'inutilité rendu par le monde n'est pas définitif, et que les preuves pour l'infirmer étaient déjà là, dans l'objet, visibles pour quiconque prenait le temps d'ouvrir le tiroir et d'examiner les assemblages. Chaque meuble repêché sur un trottoir, dans une succession ou une benne, est un petit plaidoyer contre le jetable. Chaque surface décapée qui laisse réapparaître une beauté sous les dégâts devient une pièce versée à un dossier qui dépasse le meuble et touche aux personnes, aux relations et aux morceaux d'une vie qu'on a dit irrécupérable, parce que quelqu'un n'a pas pris le temps de vérifier les joints. La culture a un mot pour ça quand il s'agit d'objets, restauration. Elle n'a pas de mot vraiment confortable quand il s'agit des parts d'une personne abîmée puis condamnée. Mais les mains qui font ce travail savent, dans un lieu plus profond que le vocabulaire, que le bois et l'être humain n'appartiennent pas à des mondes sans rapport. L'élan de restauration plonge ses racines dans un débat culturel sur la valeur qui dure depuis presque un siècle. La génération qui fabriquait des meubles dans les années 40 et 50 les pensait faits pour durer. Bois massif, vrais assemblages, queues d'arondes taillées à la main ou par une machine réglée par quelqu'un qui savait à quoi elle servait. Des finitions qui fonçaient et gagnaient en profondeur au fil des décennies, développant ce que le métier appelle une patine, autrement dit, la trace visible du temps sur une surface conçue pour l'accueillir avec grâce. L'économie de consommation qui a suivi a redéfini le meuble comme provisoire, aggloméré, verrou à cam, stratifié, imprimé pour imiter le bois comme la photo d'un plat imite un dîner, des finitions qui s'écaillotent à la livraison et se décollent quelques années après. La personne qui sauve une commode en noyer de 1943 et passe 6 week-ends à la restaurer ne résiste pas à la modernité pour le plaisir de résister. Elle affirme que l'ancienne définition de la valeur, celle où un objet gagnait sa place dans une maison par la qualité de sa fabrication et des décennies de services fidèles, vaut encore. La restauration n'est pas un hobby. C'est une position culturelle, exprimée poignée de tiroir après poignée de tiroir. Le mouvement pour le droit à réparer, qui a pris ces dernières années une vraie ampleur juridique et culturelle, est l'expression politique du même élan que celui à l'œuvre dans un garage un samedi matin. Il défend l'idée que les consommateurs devraient avoir le droit et les moyens de réparer ce qu'ils possèdent, au lieu d'être forcés à le remplacer par des fabricants qui conçoivent pour l'obsolescence. La personne qui restaure une commode de 1943 met en pratique le principe que ce mouvement formule sur le plan politique. La commode a été construite pour être réparée. Ses assemblages ont été pensés pour être démontés, recollés et resserrés. Ses surfaces ont été pensées pour être décapées puis refaites. La commode présupposait un avenir où quelqu'un tiendrait assez à elle pour l'entretenir, et la restauration accomplit cette promesse. L'économie du jetable a rompu ce pacte. Le restaurateur, lui, le respecte. Il y a quelqu'un qui décape la peinture de chaises récupérée dans une benne derrière une école. Toutes les chaises sont identiques, assises en chêne, piétement en acier, des décennies de peinture institutionnelle superposées sur la finition d'origine comme des strates géologiques. Le décapage prend des heures par chaise, les couches chimiques retirées une à une, chaque couleur marquant une époque, une politique, un budget d'entretien qui a choisi de repeindre plutôt que remplacer parce que les chaises tenaient encore structurellement et que peindre coûtait moins cher. Le chêne d'origine dessous vaut toujours ces heures-là. Le grain est serré, doré, et parle d'un temps où le mobilier scolaire était fabriqué comme des portes de grange pour durer jusqu'au jour où quelqu'un déciderait qu'il ne devait plus durer. Chaque chaise finie est donnée, à un voisin, à un collègue, à quelqu'un qui s'assied dessus sans savoir qu'il y a 2 semaines c'était un déchet. Ce don n'est pas de la générosité au sens ordinaire, c'est l'achèvement d'un circuit. Jeté, récupéré, réutilisé. Le circuit se referme et quelque chose dans la poitrine s'apaise, cet apaisement est la récompense. Et cette récompense est proportionnelle à la distance entre l'endroit où la chaise a été trouvée et celui où elle a fini. Il y en a un autre qui a acheté une chaise à bascule dans un vide-grenier pour 12 $. Un des patins était fendu dans le fil du bois. Une cassure nette qui se serait aggravée sous le poids. Le vernis avait disparu. Les assemblages branlaient assez pour sembler dangereux. La chaise est restée 3 mois dans le garage avant qu'il s'y mette, prenant autant de place que de patience. Une fois commencé, il n'a pas arrêté pendant 2 week-ends. La fente a été réparée avec une pièce en papillon, un insert de bois contrasté incrusté en travers de la cassure, utile et visible, pas caché. Les assemblages ont été démontés,
nettoyé, recollé à la colle animale, puis serré 48 heures. La finition a été refaite en 7 couches d'huile de tongue, chacune frottée à la main, chacune lustrée au chiffon, jusqu'à ce que la surface ait la douceur d'une peau tiède. Une fois finie, la chaise a été posée sur la véranda. Elle se balance sans un bruit. Elle supporte le poids sans broncher. Celui qui s'y assied ignore à quoi elle ressemblait avant. Seules les mains qui l'ont sauvée le savent. Et ce savoir est intime, et cette intimité fait partie de la valeur, et cette valeur n'est pas monétaire, et les 12 $ étaient le chiffre le moins important de toute l'affaire. Il y en a un autre qui restaure des coffres à outils achetés en succession. Les outils dedans sont nettoyés, affûtés, huilés, puis accrochés sur un panneau mural. Le coffre lui-même est refait et posé sur une étagère de l'atelier. Chaque coffre porte seulement l'année de la vente. Il y en a 9 sur l'étagère aujourd'hui. 9 ensembles d'outils qui ont appartenu à 9 personnes mortes aujourd'hui, chaque ensemble de nouveau affûté, de nouveau huilé, prêt à servir, en attente. L'étagère n'est pas un musée, c'est une veille. C'est l'idée obstinée que le travail pour lequel ces outils ont été faits n'est pas terminé juste parce que les mains qui les tenaient se sont arrêtées. Les outils sont entretenus comme si la main suivante allait arriver. Elle n'arrivera peut-être jamais. L'entretien continue. Il y en a un autre qui a trouvé une table à abattant sur un trottoir le jour des encombrants. Le plateau était voilé. Un abattant était fendu. Le piétement central branlait. La table avait été chargée dans une voiture et ramenée comme on ramène un animal errant, en sachant que les semaines à venir viennent d'être bouleversées par une décision ni rationnelle ni évitable. Le voile a été corrigé avec de l'humidité et du poids pendant 6 jours. La fente a été recollée sous des serre-joints si serrés qu'ils ont marqué le bois. Le pied a été chevillé à nouveau, recollé, et la table, une fois finie, a pris place dans la salle à manger et a porté le repas de Thanksgiving pour 8 personnes qui ignoraient qu'elles mangeaient sur un meuble posé sur un trottoir 3 semaines plus tôt. La personne qui l'a restauré était assise en bout de table, regardait la surface et voyait à la fois le repas, le trottoir et la distance entre les deux, et cette distance était la valeur, et cette valeur était incalculable. Ce que la plupart des gens voient quand quelqu'un passe 6 week-ends à restaurer une commode de 20 $, c'est du temps gâché, une incapacité à comparer le coût à la valeur, un attachement sentimental à des objets qui ont dépassé leur utilité. En réalité, c'est la chose la plus rationnelle du garage. L'effet de dotation nous dit que le restaurateur perçoit une valeur que le marché a abandonnée, non parce qu'il est irrationnel, mais parce qu'il évalue une dimension de la valeur que le marché ne sait pas mesurer. Le circuit de récompense lié à l'effort nous dit que le cerveau reçoit de la restauration, une profondeur de retour neurochimique qu'aucun achat ne peut produire, parce que ce retour porte la signature de la justice, de la réparation, du renversement d'un verdict. La théorie de la toile symbolique nous dit que restaurer, c'est répéter une conviction sur les dégâts qui va bien au-delà du bois, du vernis et des ferrures en laiton, noircies au point d'être méconnaissables. Cette personne ne perd pas son temps. Elle prouve, tiroir après tiroir, couche d'huile après couche d'huile, assemblage recollé, serré et laissé apprendre après assemblage, que le monde se trompe sur ce qui mérite d'être sauvé. Si vous avez déjà ramassé quelque chose de cassé que quelqu'un avait laissé sur un trottoir, et senti un serrement dans la poitrine qui ne parlait pas de l'objet, mais du principe même de le laisser finir là, alors ce n'était pas de la sentimentalité. C'était la chose la plus profonde que vous sachiez sur la manière dont le monde devrait fonctionner. La vraie question n'est pas pourquoi vous sauvez des choses dont personne ne veut. La vraie question, c'est si vous accordez la même patience aux parties abîmées de votre propre vie, celles qu'on a déclarées indignes de l'effort, ou si vos meubles reçoivent une grâce que vous ne savez pas encore vous accorder. Si cette vidéo vous a donné une nouvelle façon de comprendre ce qui se passe dans votre atelier, on a préparé quelque chose pour vous. Dans le premier commentaire sous cette vidéo, il y a un lien vers un guide qu'on a conçu pour obtenir une finition parfaite à chaque fois. Des centaines d'abonnés ont déjà le leur. Ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil.